Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Est-ce qu'on peut faire de la zone 2 en faisant du strongman? Ça va être la question du jour. On m'a envoyé un petit post d'Instagram qui parle de ce sujet-là. Donc, je me suis dit que je prendrais cette opportunité pour passer en revue ce post et ensuite parler un petit peu de la zone 2, de qu'est-ce que la zone 2, de quelles sont ses caractéristiques, de quelles sont les adaptations qu'on recherche, quels sont les effets sur l'entraînement, quelles sont les considérations pratiques. Et on reviendra un petit peu sur ce post à la fin également pour parler des détails. Donc, dans un premier temps, je vais lire le post et je parlerai de mon interprétation ensuite. Donc, c'est un post qui vient de Train with Denis. Denis, qui est un bon ami des amis à moi. Du coup, j'espère qu'on pourra discuter avec Denis. D'ailleurs, je profite de cette vidéo pour l'inviter sur le podcast parce qu'il en connaît un rayon sur l'entraînement CrossFit et je pense que ce serait une chouette discussion. Donc, Denis, si tu regardes cette vidéo ou si quelqu'un écoute cette vidéo ou regarde cette vidéo, qui connaît Denis, n'hésitez pas à lui passer le mot. Denis, je t'invite avec grand plaisir sur mon podcast pour discuter de tout ce que tu fais, de l'entraînement CrossFit en général, etc. Donc, le post en lui-même, Moving things around at different intensity. Tout le monde parle de zone 2 en ce moment. Sans trop savoir ce que c'est d'ailleurs, c'est pour ça qu'on va voir ça aujourd'hui, car quand je vois les choses qui peuvent passer sur les réseaux, ça fait un peu peur. Ce sont souvent des entraînements longs et répétitifs, on passe beaucoup de temps sur une même machine ou bien à courir pour remédier à ce problème et apporter un peu plus de fun à HFS. On s'est énormément inspiré de la Conjugated, méthode d'entraînement constamment variée à différentes intensités, par non, car c'est très proche du CrossFit en effet. Cette méthode a été créée par Louis Simmons, le fondateur de Westside Barbell, il y a bien longtemps. À ce moment précis de la saison, nous construisons des fondations solides, ce qui veut dire beaucoup d'haltéros, de squats, grosses sessions sur le bike avec 2 watts, etc. Des séances qui sont souvent difficiles pour rendre la chose un peu plus cool, tout en gardant les objectifs en le mire. Je programme des sessions strongman qu'on réalise en zone 2. Ce sont des entraînements de 40 minutes ou plus. L'idée est de mixer des objets à déplacer, yoke, sled, etc., avec un des ergos et bien entendu un cardio-fréquence-mètre pour rester dans cette bonne vieille zone 2. Clairement, on a programmé une session comme celle-ci et elles sont hyper importantes pour le renforcement musculaire et le développement des qualités physiques. Voici une séance type que vous pourrez retrouver dans notre prochaine vidéo YouTube. EMOM, entre 42 et 60 minutes. 45 yoke walk, entre 50 et 60% de la charge lourde sur 30 mètres du jour. En B, 45 secondes d'ergo. En C, 45 secondes de farmer carry à 50-60% du max du jour. En D, 45 secondes d'ergo. En E, 45 secondes de sled drag, face pull. Et en F, 45 secondes d'ergo. Donc voilà le post. Comme je l'ai dit, je vais dans un premier temps parler de la zone 2 pour essayer d'apporter quelques précisions, vu que, comme l'a dit Denis, et je suis d'accord avec lui, il y a plein de choses qui se disent sur la zone 2 et qui se font. Et donc, peut-être de recadrer le tout et de se dire, on va essayer d'apporter des éléments clairs et précis sur qu'est-ce que la zone 2 et comment est-ce qu'elle se mesure et quelles sont les caractéristiques de travail en zone 2, qu'est-ce qu'on peut appeler de la zone 2, qu'est-ce qu'on ne peut pas appeler de la zone 2, quelles sont les adaptations qu'on va engendrer avec ce genre de travail. Donc, on va passer tout ça en revue maintenant et ensuite, je reviendrai sur le post et je donnerai mon avis sur 2-3 éléments du post. Donc, la zone 2, c'est quoi? La zone 2, c'est une zone d'intensité et ou de fréquence cardiaque qui se trouve directement en dessous du premier seuil. Le premier seuil, ça peut être le seuil ventilatoire 1, ça peut être le seuil du lactate 1. Donc, c'est des valeurs métaboliques qu'on va devoir mesurer au travers d'un test. Et donc, comme je le dis là où le seuil 2 peut être déterminé à l'aide de tests de performance, on pense notamment à la puissance critique qui peut être calculée avec un 3 et un 12 minutes ou avec d'autres tests. On pense à la FTP qui est quelque chose de plus ou moins équivalent à la puissance critique qui est beaucoup utilisé en cyclisme notamment, qui se calcule au travers d'un test de 20 minutes. Donc, contrairement à ces tests-là, qui peuvent être basés sur des performances directes, le seuil 1, il doit être mesuré au niveau physiologique. Donc, comme je l'ai dit avant, ventilation, VO2 ou lactatémie. Et donc, ce qu'on va retirer de tout ça, c'est une valeur en watts pour les vélos ou pour les ergos, ou une allure en course à pied, ainsi qu'une fréquence cardiaque correspondante, qui va être correspondant à ce premier seuil. Et donc, la zone 2 se trouve directement en dessous du premier seuil. Si on parle en termes physiologiques, on parle du domaine d'intensité modérée. Les domaines sont descriptifs, ils décrivent la physiologie sous-jacente et les zones sont prescriptives. Les zones nous aident à programmer, à planifier
nos entraînements sur la base de cette physiologie. D'accord? Donc, c'est des intensités de travail et des fréquences cardiaques qui sont individuelles. Okay, elles sont individuelles, elles vont changer au cours du temps avec les entraînements. J'ai vu des changements entre 10 et 15 battements de différence entre un test-retest sur un intervalle de 8 à 12 semaines, entre 10 et 20 watts de différence entre 8 et 12 semaines. Donc, ce n'est pas des valeurs qui sont fixes. Ça, c'est extrêmement important. J'avais fait un post récemment sur les fréquences cardiaques et les pourcentages de fréquences cardiaques qui sont souvent utilisés pour déterminer ces zones qui, au final, peuvent être correctes. Pour te donner une indication, en général, on dit que le premier seuil se trouve à 70% ou 70% de la FC max. D'accord? Le souci, c'est que dans tout ce que j'ai fait, moi, j'ai mesuré sur des dizaines de personnes ce premier seuil et l'équivalent en fréquence cardiaque, il est entre 60% et 85% de la FC max. Donc, c'est des valeurs qui sont très, très différentes d'une personne à l'autre. Et on peut tomber sur la bonne valeur en prenant un pourcentage d'une fréquence cardiaque max, mais en général, ça va malheureusement nous mettre à côté de la plaque. Donc voilà, c'est les intensités. Cette zone 2, c'est une plage d'intensité ou de fréquence cardiaque, mais qui va idéalement être issue d'un test qui va être du coup mesuré pour qu'on sache exactement dans quelle zone on se trouve, dans quel environnement interne. Hein, c'est ça qu'on cherche, c'est un certain environnement interne qui va ensuite nous aider à éliciter certaines adaptations. Donc, on va maintenant parler des caractéristiques de la zone 2. Qu'est-ce qui caractérise une séance de zone 2 ? On parlera ensuite des adaptations qui sont engendrées par ce genre de travail. Donc, pour moi, en tout cas, les caractéristiques du travail en zone 2, c'est des séances prolongées. On parle de 20 à 90 minutes en général. Là, on va rester dans un contexte un petit peu plus CrossFit, vu que le post nous est issu de l'écosystème CrossFit. Et donc, je vais rester dans ces paramètres-là. On peut parler de séances de zone 2 de 5 heures, de 6 heures pour des cyclistes, mais on n'en est pas là. Donc, une séance prolongée entre 20 et 90 minutes en durée, une modalité cyclique, ça c'est extrêmement important pour la zone 2 et tu comprendras pourquoi après. Une intensité constante et basse. Donc, l'intensité, elle va être, comme on l'a dit tout à l'heure, déterminée par ce test physiologique idéalement ou alors des estimations en général conservatrices parce que c'est mieux d'être trop bas que trop haut. Trop bas, tu as quand même les bonnes adaptations. Trop haut, malheureusement, tu ne seras pas dans le bon environnement interne. Donc, intensité constante et basse, qu'est-ce qui caractérise une intensité basse? Ça va être déjà des valeurs de lactatémie qui sont proches de celles du repos, proches voire équivalentes à celles du repos, un stress engendré au niveau nerveux, au niveau fatigue qui est extrêmement bas également. On a aussi comme autre caractéristique du travail de zone 2 une tension musculaire qui est minimale, okay, parce qu'on veut garantir un flux sanguin constant. Pense à, quelle est la meilleure analogie possible? Pense à un tuyau d'arrosage. Tu le lâches dans le jardin. Si tu coupes l'eau tout de suite, il y aura une gouille, il ne se passera pas grand-chose. Mais si tu laisses l'eau couler pendant des jours, voire des semaines, qu'est-ce qui va se passer? Imagine une photo prise depuis très très haut dans le ciel de l'Amazone, la rivière l'Amazone. À quoi ça ressemble? Ça ressemble justement à ce ruissellement qui va se faire sur plusieurs jours, sur plusieurs semaines, sur plusieurs mois, d'un flux constant. Et au final, quand on parlera de développement capillaire tout à l'heure, en termes d'adaptation périphérique, eh ben, c'est ça qu'on veut. C'est un flux de sang constant qui va pousser, qui va appliquer une pression contre les vaisseaux sanguins et qui va forcer l'organisme en fait, à créer d'autres petites conduites qui sont donc les capillaires, qui sont l'interface entre la circulation sanguine et les fibres musculaires. Donc, on veut une tension musculaire minimale pour garder ce flux constant de sang. On veut éviter les redirections de flux sanguin entre, par exemple, le haut du corps et le bas du corps pour, encore une fois, garder ce flux constant, à savoir que quand tu parles de contrôle de la circulation sanguine, tu as le système nerveux qui joue un rôle très important. Le système nerveux, si on parle du système nerveux autonome, l'aspect ou la branche sympathique qui va être chargée de la vasoconstriction des vaisseaux et qui va donc, par exemple, si on utilise nos jambes et que d'un coup on doit passer sur le haut du corps, comme sur beaucoup d'entraînements ou de compétitions ou d'événements compétitifs en CrossFit ou d'enchaînement d'exercices même, où on passe d'un air squat par exemple à un chest to bar, eh ben, on va nécessiter une redirection conséquente du flux sanguin. Qu'est-ce qui va se passer au niveau des jambes? Vasoconstriction, okay, le système nerveux, il va en gros fermer les vannes et il va rediriger ce flux sanguin vers le haut du corps qui a maintenant besoin de ce.
on veut éviter ce changement constant et cette redirection de flux sanguin parce qu'on veut garder une certaine constance. On a parlé de la force, de l'appui, si on veut bien, du flux sur les vaisseaux sanguins et sur tous les systèmes qui vont générer ces capillaires et ces adaptations. Donc, on veut maintenir ce flux sanguin. L'apport de l'oxygène qui est toujours supérieur à l'utilisation de l'oxygène, ça, c'est une autre caractéristique du travail de zone 2. Voilà pour les caractéristiques générales. Si j'en ai oublié, n'hésite pas à me mettre un commentaire. Maintenant, si on parle des adaptations qui sont engendrées par le travail de zone 2, donc zone 2 qui, pour moi, tombe dans qui est caractérisée par ces différents aspects-là. Les adaptations centrales, ça va être au niveau du système nerveux. Okay, on a le système nerveux autonome, on connaît tous, parasympathique, sympathique. On a une dominante qui est parasympathique au niveau du travail de basse intensité, de zone 2, en dessous de ce premier seuil, comme je l'ai mentionné tout à l'heure. Et donc, ça va nous permettre d'équilibrer ce système nerveux. Donc, pour ceux qui passent beaucoup de temps dans le sympathique, donc le crossfit ou le crossfitter, de manière générale, de par la nature de son sport, de sa discipline, va passer beaucoup de temps à se confronter à des charges nerveuses qui sont conséquentes, que ce soit au travail de renforcement musculaire, d'haltérophilie, de travail gymnique, de WOD, etc. Donc, on a une charge nerveuse qui est conséquente et donc cet aspect parasympathique ou cette branche parasympathique va être stimulée, si on veut bien, par la zone 2 et va nous aider à contrebalancer en fait tout ce stress et cet équilibre à ce niveau-là. On a des adaptations au niveau du cœur également, donc volume d'éjection systolique, combien de sang tu peux pousser avec chaque battement du cœur. Et ça, c'est en partie dû grâce à une hypertrophie, on appelle ça une hypertrophie excentrique, donc un agrandissement, si on veut bien, du ventricule gauche. Ça prend beaucoup de temps, bien sûr, ça ne se fait pas en 2 semaines, mais c'est une des choses qui fait que ton cœur va battre plus bas au repos quand tu fais du travail d'endurance long pendant des périodes prolongées. Il n'y a pas que ça, il y a aussi l'aspect parasympathique, comme je l'ai dit avant, parce que c'est la branche parasympathique qui va réguler à la baisse en fait notre fréquence cardiaque au repos. Et donc, plus tu fais de ce genre de travail, plus ta fréquence cardiaque va être basse. Donc, c'est une combinaison de ces 2 paramètres qui font que ta fréquence cardiaque au repos, elle baisse quand tu fais du travail d'endurance, notamment du travail de type zone 2. Donc, on a volume d'éjection systolique au travers notamment de la taille du ventricule gauche au niveau du cœur. Si on parle du système vasculaire, on a le cœur cardiaque vasculaire, donc la tuyauterie. Qu'est-ce qui va se passer? On va augmenter avec ce genre de travail notre capacité vasodilatoire. Okay, donc, ouvrir les vannes, si on veut bien, ou grandir les tuyaux pour aider à faire passer plus de sang, à amener plus de sang aux endroits qui en ont le plus besoin. Dans ce cas-là, c'est les muscles qui vont être utilisés durant cette activité. On a plusieurs facteurs qui influencent cette vasodilatation métabolique, comme on l'appelle, la sécrétion notamment de différents métabolites comme l'adénosine et l'oxyde nitrique, dont tu as déjà certainement entendu parler dans une autre de mes vidéos. Et si tu veux, tu as toujours presque un exercice de tirage à la corde entre le système nerveux qui on l'a dit avant, qui va avoir une action de vasoconstriction, donc qui va essayer de refermer un petit peu les tuyaux, de rapetisser les tuyaux pour maintenir le flux sanguin vers les zones appropriées, en sachant que par rapport au débit cardiaque que tu peux produire, même à haute intensité, si tous tes vaisseaux sanguins s'ouvraient complètement, tu tomberais tout de suite dans les pommes parce que tu n'as largement pas la capacité d'apporter du sang à toutes les zones du corps. J'ai un chiffre qui me vient en tête, il est peut-être faux, mais d'après ce que je comprends, un cycliste professionnel qui a donc un débit cardiaque qui est monstrueux, qui a un très très grand cœur, une capacité de pomper du sang qui est absolument astronomique, même eux, ils n'arrivent qu'à alimenter complètement à peu près 12 kg de masse musculaire avec leur débit cardiaque qui encore une fois, qui est stratosphérique. Pour reprendre un terme que mon collègue Ken aime bien utiliser. Et donc, on ne peut pas juste ouvrir tous les tuyaux pour faire passer un maximum de sang parce qu'on n'a pas assez de pression sanguine, on n'a pas assez de débit cardiaque pour maintenir cette pression sanguine. Donc, vasoconstriction sympathique, le système nerveux qui va venir, on va dire, retenir pour essayer de faire en sorte qu'on maintienne une certaine pression sanguine. Et de l'autre côté, on a la vasodilatation métabolique au travers de ces différents processus, que ce soit au travers de l'appui de la force ou l'appui du flux sanguin sur les murs des vaisseaux, ou alors la sécrétion de différents métabolites, différentes hormones également qui vont être sécrétées durant ce genre de travail. Et on a toujours ce combat, si on veut bien, entre les deux. Et en
en augmentant la proportion de travail à basse intensité qu'on effectue. Donc, quand je parle de basse intensité, je parle de travail en dessous du premier seuil et donc de zone 2. Eh ben, on va permettre au corps de dominer, si on veut bien, avec l'aspect métabolique et de ne pas laisser le système nerveux prendre le dessus et avoir cette action de vasoconstriction et de restreindre au final le flux sanguin parce qu'on a un débit cardiaque qui est pas suffisant. Donc, on a cet aspect vasculaire qui est développé par le travail de zone 2. On a l'aspect transport du sang, transport dans le sang de l'oxygène qui va être amélioré au travers d'une augmentation du volume plasmique. D'accord, le plasma sanguin, le volume de plasma sanguin va augmenter au travers de ces types d'entraînement. Le volume d'hémoglobine également, l'hémoglobine étant la protéine c'est comme le taxi qui transporte les molécules d'oxygène. Donc, les molécules d'oxygène arrivent dans les alvéoles pulmonaires, elles vont prendre le taxi, elles vont sauter sur l'hémoglobine en sachant que chaque hémoglobine peut tenir 4 molécules d'oxygène et va transporter cet oxygène d'abord dans la circulation pulmonaire, au travers du cœur, ensuite au travers de la circulation systémique, donc artérielle, pour apporter cet oxygène vers les tissus musculaires qu'on est en train d'utiliser, vu qu'on parle de ça dans un contexte d'entraînement, d'exercice, d'effort physique, vers le cerveau, vers le cœur, vers les organes vitaux, etc. Et donc, la quantité d'hémoglobine dans le sang par unité de sang va augmenter. Si je ne me trompe pas, c'est en millilitres. Non, je ne me rappelle plus. Je crois que c'est des millilitres par décilitre, mais je pense être à côté de la plaque sur celle-ci. Je ne me rappelle plus l'unité de mesure. Je ne me rappelle plus l'unité de mesure de l'hémoglobine. Peu importe, le chiffre qui me vient en tête, c'est 25%. Tu peux avoir une augmentation de jusqu'à 25% de la quantité d'hémoglobine, donc de ces protéines qui vont transporter l'oxygène dans ton sang, en plus d'une augmentation du volume plasmique. Plus de volume sanguin, ça veut également dire un meilleur débit cardiaque, étant donné que un des facteurs qui influence le plus le débit cardiaque, c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue, mais c'est combien de sang revient dans le ventricule droite, dans l'aorte droite et ensuite le ventricule droit. Donc, ce retour veineux qui se fait au travers du système veineux. Et plus tu as de sang, et plus tu vas avoir de pression, et plus tu vas avoir de pression, et plus tu vas remplir ce ventricule gauche, et plus tu vas remplir ce ventricule gauche, et plus fort le cœur va se contracter. Ça s'appelle le Frank Sterling Mechanism, en gros, au Frank Sterling Effect. En gros, c'est un peu l'idée du stretch reflex. C'est un petit peu, c'est la raison pour laquelle un squat normal est plus simple, entre guillemets, qu'un squat avec une pause en bas. C'est parce que tu utilises ce stretch pour ensuite remonter. Okay, et donc, tu as ce même mécanisme qui se passe au milieu du cœur. C'est-à-dire que si tu as le sang qui vient ici pousser contre le mur du ventricule gauche, si le sang vient pousser ici, eh ben, la contraction qui suivra du ventricule gauche va être plus forte. Si tu as peu de sang qui revient, eh ben, la contraction sera moins forte. Et donc, plus tu as de sang qui revient, plus tu vas contracter fort et plus ton débit cardiaque va être important. Donc, tu as ce paramètre de volume sanguin qui est important dans la performance de manière générale. Donc là, on a parlé des adaptations centrales. Okay, centrales, maintenant, on parle périphérique. Donc, au niveau des muscles en eux-mêmes, si on veut bien. Donc là, avec ce travail de zone 2, qu'est-ce qu'on va faire? Densité capillaire qui est augmentée. On se rappelle, les capillaires, c'est les petits tuyaux, les mini-tuyaux qui vont venir faire l'interface entre la circulation et les fibres musculaires. En gros, plus tu as de mini-tuyaux, plus tu as de capillaires, et plus tu peux faire passer d'oxygène entre ton sang et tes fibres musculaires, ce qui va nous permettre de maintenir des niveaux d'effort élevés pendant très longtemps en minimisant la fatigue. Donc ça, c'est extrêmement important. La densité mitochondriale au sein des fibres musculaires qui, elle, va augmenter également, principalement au sein des fibres de type 1, avec ce travail de basse intensité, donc qui vont avoir un impact direct sur notre capacité maximale à utiliser l'oxygène, qui est communément appelée la VO2 max. On a aussi une augmentation de la capacité d'oxydation des graisses. Donc, on sait qu'on peut utiliser des sucres sous forme de glucose ou de glycogène et des graisses comme substrat énergétique. On a aussi une petite part de protéines, mais ça, on va la laisser de côté parce que c'est en général une part négligeable, sauf dans des cas extrêmes, on va dire. Donc là, on a soit des sucres, soit des graisses. Et donc, avoir plus de mitochondries va nous permettre d'oxyder plus de graisses. Les graisses, utiliser des graisses, ce n'est pas brûler de la graisse, ce n'est pas la même chose. Mais par contre, en oxydant des graisses, on va être plus efficient au niveau métabolique, on va être plus économe.
Et on va surtout pouvoir garder plus de glycogène. Et on connaît l'importance du glycogène dans tous les efforts de moyenne et de haute intensité. Et donc, si tu peux économiser un maximum de glycogène pour quand on a vraiment besoin, eh ben, c'est toujours une meilleure idée. Donc, tu as aussi ces adaptations-là. Au même niveau que ça, on a une capacité qui augmente de notre oxydation du lactate. Donc, le lactate qui est le produit de fin de la glycolyse ou la glycogénolyse qui sont la dégradation des sucres, le catabolisme des sucres ou du glucose ou du glycogène pour produire ou pour recycler de l'ATP, produire de l'énergie. Même si rien ne se produit, tout se recycle. Et donc, on a ce lactate qui est le produit de fin de la glycolyse et qui va être, lui, ensuite récupéré, réutilisé par les mitochondries directement comme substrat énergétique. Le lactate, très simplement, c'est un demi-sucre. Tu prends un sucre, tu le casses en deux, et ben, tu as 2 molécules de lactate et tes mitochondries peuvent réutiliser ce lactate jusqu'à un certain niveau. Et plus tu as de mitochondries et plus tu peux réutiliser ce lactate. Donc, malgré le fait que tu effectues peut-être des entraînements ou des exercices ou des efforts de haute intensité qui, du coup, vont recruter des fibres de type 2A, de type 2X, qui vont, du coup, avoir un profil plutôt glycolytique, qui vont, du coup, produire du lactate, et ben, si tu as une grosse capacité mitochondriale, tu vas pouvoir mieux recycler ce lactate et le réutiliser en tant qu'énergie. Voilà, tout simplement, en tant que substrat énergétique. Donc, ça, c'est extrêmement important également. Là, on a passé en revue les adaptations centrales et périphériques du travail de type zone 2. Maintenant, si on parle concrètement, quels sont les effets sur l'entraînement, les effets sur les performances? Donc, on a une meilleure tolérance de la charge d'entraînement. Ça, c'est quelque chose que je vois encore et encore. C'est les personnes peuvent tolérer beaucoup plus de volume d'entraînement ou tolèrent leur volume actuel beaucoup mieux. Ils arrivent mieux à en récupérer, ils arrivent mieux à dormir, ils arrivent à être plus frais en fin de semaine quand ça compte vraiment. Donc ça, c'est des choses qui sont extrêmement importantes et pertinentes pour ceux qui s'entraînent beaucoup. Une meilleure récupération, que ce soit intra-séance, donc entre les séances, inter-séances, donc à l'intérieur, au sein même des séances, donc entre 2 séries, entre 2 exercices, entre 2 blocs, peu importe. Dans les transitions aussi, beaucoup de retours que j'ai reçus des athlètes avec qui je travaille et qui font ce genre de travail, qui notent une amélioration significative des temps de transition et du ressenti et de la récupération dans les transitions même sur des WOD ou des entraînements de plus haute intensité. Donc, encore une fois, meilleure récupération, une meilleure résistance à la fatigue. Là, ça devient de plus en plus intéressant. Plus la compétition est longue et plus ta résistance à la fatigue va être importante. Et on revient à cette idée d'économie, si on veut, des substrats énergétiques, d'utiliser un maximum de graisse quand on peut pour minimiser la quantité de glycogène qu'on va utiliser, étant donné qu'on a une réserve de glycogène qui est plutôt faible. Si on parle en kilomètres, si je ne me trompe pas, alors je me rappelle que la valeur pour le glycogène, c'est à peu près 30 km de course à pied. On va dire très très large comme fourchette. C'est pour ça que les gens, quand ils font des marathons et qui sont mal alimentés, en général, ils explosent ou ils tapent le mur après une trentaine de kilomètres. C'est parce que, en gros, tu as complètement détruit tes réserves de glycogène, tu as complètement utilisé tes réserves de glycogène. Complètement, en tout cas, autant que ton corps te permette de le faire, parce que tu ne peux pas atteindre des niveaux zéro de glycogène, ton corps t'empêche de le faire. Par contre, il va t'empêcher d'en utiliser plus parce que tu as atteint des niveaux qui sont trop bas pour que ce soit pour sa survie, la sécurité de l'organisme en lui-même. Et donc, quand tu atteins ces niveaux-là, eh ben, tu ne peux plus utiliser plus de sucre et tu vas ne pouvoir utiliser que des graisses. Et en gros, tu retombes à un niveau d'effort qui est beaucoup plus bas, alors que les réserves de graisse, même pour quelqu'un qui est sec, même pour un homme de 70 kg qui est sec, il va avoir l'équivalent de quelque chose comme 700 km, et c'est peut-être même plus que ça, de course, de réserve de lipides dans le corps, même si ce n'est pas quelqu'un qui a une masse grasse ou graisseuse qui est exceptionnelle ou qui est considérable. Donc, de manière générale, on a beaucoup plus de réserves de graisse que de sucre. Et donc, c'est d'autant plus intéressant d'utiliser plutôt préférentiellement des graisses. Donc, je parlais de la résistance à la fatigue. Donc, cet aspect du substrat énergétique prend part là-dedans. Des meilleures performances à toutes intensités. C'est contre-intuitif, mais je le vois encore et encore. Les gens qui font plus de travail de basse intensité, surtout les gens qui n'en faisaient pas avant, ça, il faut le dire, c'est clair que si tu en fais déjà depuis longtemps et que tu as l'habitude de ça, eh ben, tu vas avoir déjà avoir eu les effets positifs de ce genre de travail. Pour ceux qui n'en ont jamais fait et qui l'introduisent, et là, c'est beaucoup plus flagrant.
et du coup, les performances s'améliorent autant à basse qu'à haute intensité. Ça, c'est assez flagrant. Meilleure efficience de mouvement. Les fibres de type 1 qui sont sollicitées notamment au travers de ce travail de zone 2, elles ont une économie de travail qui est considérable par rapport aux autres types de fibres auxquelles on a accès. Et donc, si tu peux développer ce réseau de fibres musculaires, ces unités motrices au travers de ce genre de travail, eh ben, tu vas ensuite pouvoir être plus efficient dans tous tes mouvements. Plus efficient, plus économe. Et ça, on sait que c'est, pour revenir un petit peu au centre ici de la question avec le CrossFit, eh ben, l'efficience de mouvement, c'est vraiment une des clés de la performance, étant donné que si tu peux gagner quelques points en économie sur chaque mouvement, sur chaque répétition que tu effectues, alors que la personne à côté de toi, elle dépense beaucoup plus d'énergie sur chaque répétition, à terme, ça va rentrer en ligne de compte pour qui va simplement pouvoir gagner cet effort ou gagner cet événement. En termes de considération pratique maintenant, je pense que le travail de zone 2, c'est à intégrer intelligemment dans une programmation générale. Ce n'est pas juste le lancer comme ça pour tout le monde n'importe comment, c'est à réfléchir selon ce que tu as fait dans le passé, selon ce dont tu as besoin, selon le moment de l'année aussi, parce qu'on ne va pas faire la même quantité de zone 2 à tout moment de l'année, ça c'est sûr. Pour le CrossFit, si on reste dans ce contexte-là, pour moi, c'est 1 à 5 heures par semaine, selon les personnes, selon le niveau, selon ton ancienneté avec ce type de travail. Si tu n'en as jamais fait, ça ne sert à rien de commencer avec 5 heures par semaine. Fais 1 heure, fais 1 heure et demie. Déjà, tu auras beaucoup, beaucoup de bienfaits et en limitant bien sûr le temps de travail parce que c'est une considération importante, ça on est tout à fait d'accord. Une autre chose en termes de considération pratique, c'est qu'il ne faut pas se dire que ta zone 2, elle va avoir un impact direct sur ta performance, même si c'est le cas à beaucoup de niveaux. C'est peut-être plus pratique de se dire que ta zone 2, c'est en fait c'est ta PPG. C'est ta PPG et ton sport, dans ce cas-là, le CrossFit, c'est ta préparation physique spécifique. D'accord? On a oublié l'aspect PPG parce qu'au début, le CrossFit devait être de la PPG, était de la PPG, voilà. Mais le moment où tu décides de pratiquer le CrossFit comme sport, comme discipline compétitive sportive, maintenant, ça change. C'est plus de la PPG. Maintenant, c'est ton travail spécifique. Et du coup, ce travail de zone 2, ce travail d'hypertrophie, même ce travail de renforcement, non, parce que le renforcement, il est spécifique au sport. Tu as des back squats à effectuer, tu as des charges maximales, etc. Mais de manière générale, pour faire simple, le travail de zone 2 et le travail d'hypertrophie, ce n'est pas du travail spécifique au CrossFit, mais c'est du travail de PPG qui va venir soutenir ton travail spécifique. Okay, général, spécifique, compétition. C'est dans cet ordre-là que ça va. Donc, on revient sur un modèle très classique de la préparation physique, encore une fois, pour les personnes qui sont dans un contexte de CrossFit compétitif et de performance. Autre considération pratique pour moi, ça s'effectue principalement pour un crossfitter en bike et en run, parce que c'est des modalités qui sont simples, qui sont dénues de contraintes techniques, ou en tout cas il n'y en a pas trop par rapport à un rameur, par rapport à un ski. Et c'est aussi des modalités qui vont être simples à utiliser si elles sont bien programmées, bien sûr, et qui ne vont pas imposer une charge cardiaque trop conséquente comme pourrait le faire un éco-bike ou un assaut bike qui recrute énormément de masse musculaire et du coup tu peux rapidement avoir, on parlait du petit tirage à la corde entre ton système nerveux sympathique, la vasoconstriction sympathique et la vasodilatation métabolique et très rapidement si tu essaies de bouger beaucoup de sang à beaucoup d'endroits différents, tu vas avoir cet effet de vasoconstriction qui du coup est naturel, est normal, mais ce n'est pas nécessairement ce qu'on recherche dans ce type d'entraînement. Et de manière générale, c'est du travail qui se fait à des intensités plus lentes et plus basses que ce qu'on ne pense. Tout le monde pense faire la zone 2 jusqu'à ce qu'ils fassent un test et qu'ils se rendent compte qu'au final, non, ils étaient trop hauts par rapport à l'intensité qui est recherchée. Et encore une fois, je le répète, pourquoi est-ce qu'on recherche cette intensité cible basée sur des valeurs physiologiques? C'est parce que l'effet qu'on recherche, il va être directement lié à l'état interne dans lequel on se trouve. Donc, si on est en dehors, si on dépasse ce premier seuil, on ne va plus nécessairement avoir les mêmes adaptations, ou en tout cas plus dans le même contexte, plus avec les mêmes considérations qu'on avait avant. Et donc, c'est pour ça que c'est important de respecter cette zone 2. Donc, pour faire la synthèse, et après, je reviens sur le post de Denis, la synthèse, la zone 2, ce n'est pas juste une FC à respecter, d'accord? C'est surtout une intensité individuelle à respecter dans un contexte précis, avec comme objectif le développement de qualités physiologiques précises afin d'améliorer la santé et la performance de l'individu. Parce que c'est vraiment pas que, là j'ai parlé
quasiment exclusivement de performance, mais tous ces facteurs-là, la transcription au niveau santé, elle est phénoménale. C'est d'ailleurs la VO2 max qui est une des mesures, qui n'est pas ma mesure préférée nécessairement, même dans le monde du conditionnement, mais qui est une expression assez simple à mesurer de ce niveau de conditionnement et hautement corrélé, on le sait, hein, ou inversement corrélé au taux de mortalité globale. C'est-à-dire que, en gros, plus tu es fit, plus ta VO2 max est haute et moins tu as de chances de mourir de toute cause mortalité. On sait que c'est la même chose pour la force, donc il faut être fort et il faut être endurant. Et ces deux facteurs-là ont un effet considérable sur la longévité et la qualité de ta vie, bien sûr. Donc, on a parlé performance, mais pas que, il faut parler de la santé également. Donc voilà mes petites 30 minutes sur la zone 2 et toutes les considérations qu'il faut avoir. Maintenant, je reviens sur le poste de Denis et on va parler de 2-3 choses, voir où je suis d'accord, où je ne suis pas d'accord. On voit des choses passer sur les réseaux sans trop savoir ce que c'est d'ailleurs. Oui, donc là, j'espère qu'après cette petite demi-heure, vous avez compris ce que c'est la zone 2, ce qu'est la zone 2 et à quoi elle sert et comment elle s'effectue, quelles sont les adaptations qu'on en ressort. Souvent des entraînements longs et répétitifs. Ça, je suis d'accord avec toi, Denis. En tout cas, jusqu'à maintenant, je n'ai pas trouvé de meilleur moyen pour faire ce genre de travail. Encore une fois, avec les considérations que j'ai mentionnées avant, on passe beaucoup de temps sur une même absolument, mais pour ceux qui veulent performer, ça en vaut largement la peine. Pour remédier à ce problème, donc encore une fois, tu parles de méthodes d'entraînement constamment variées à différentes intensités. C'est très proche du CrossFit, en effet. Oui, tout à fait. Et donc, et là, ce que je dis, pour être très très clair, hein, pour ceux qui regardent cette vidéo, je ne dis pas que ce que met en avant Denis, c'est pas bien. Non, non, je pense que ce qu'il met en avant là, c'est au contraire, c'est très très important. C'est du travail de qualité et c'est du travail dans la durée et ce n'est pas du travail avec une intensité excessive. D'accord? Donc, je suis tout à fait d'accord avec Denis que c'est le genre de travail qui est extrêmement bénéfique. Ça te permet d'accumuler beaucoup plus de volume que si tu faisais juste des charges max, beaucoup plus de volume que si tu faisais juste des efforts de trité. Mais encore une fois, par rapport à ce que moi je qualifie être de la zone 2, pour moi, ça n'est pas de la zone 2. Et donc, tu parles encore une fois ici, Denis, de méthodes d'entraînement constamment variées. Ben oui, c'est bien. Mais encore une fois, là, on est dans le spécifique. Alors que la zone 2, c'est du travail que je considère comme étant général. Donc, ça n'a pas besoin de ressembler au sport pour avoir un transfert. On sait que la PPG a un transfert direct, hein, implicite dans la préparation spécifique. Ça forme la base, littéralement, de la préparation physique spécifique. Donc, ça n'a pas besoin d'être spécifique. Ça reste général. Ça peut ne pas ressembler du tout au sport, à la discipline sportive qu'on essaie d'améliorer. Donc, je suis d'accord. On est à ce moment-là de la saison, on construit des fondations solides, absolument, et tu peux le faire en haltéro, en squat et sur du travail de basse intensité, également sur les ergos. Et donc oui, la chose un peu plus cool, ça c'est toujours le plus grand souci que j'ai, c'est déjà faire comprendre aux gens pourquoi c'est important de le faire. Et non, ce n'est pas du travail qui est super cool à faire, mais c'est du travail qui est facile à faire. C'est ça qu'il faut se dire, c'est que si c'est du travail qui va payer dans la durée en termes d'adaptation, en termes de progrès, en termes de ce que ça va pouvoir générer pour nos performances, et que c'est du travail qui est extrêmement facile à faire, même si c'est chronophage, c'est facile à faire, pourquoi est-ce qu'on s'en priverait? Pourquoi est-ce que chaque entraînement devrait être absolument à bloc, absolument difficile? Je ne pense pas que ce soit nécessaire et je pense même que c'est néfaste dans le sens où on a un quota, on a une certaine quantité d'énergie à dépenser. Et ça, c'est autant au niveau physique, physiologique, mais au niveau psychologique également. Et si toutes tes séances sont absolument difficiles, ce que je ne sous-entends pas ici, étant donné que tu parles même de ces séances de qualité qui ne sont pas très difficiles. Mais donc, je pense que c'est important d'avoir des séances qui sont du coup très faciles, même si elles ne sont pas super chouettes. Pour ceux qui sont compétiteurs, pour ceux qui veulent être compétitifs, et qui veulent performer, et des fois, il y a des choses à faire qui ne sont pas nécessairement super chouettes à faire, d'aller se coucher tous les soirs sans regarder son téléphone et d'essayer de dormir 8, 9, 10 heures. Ce n'est pas le truc le plus cool à faire, mais on sait que ça a un impact direct et conséquent sur les performances. Donc, on ne va pas dire, pour rendre les choses un petit peu plus cool, tu peux te réveiller une fois à 1 heure du matin, une fois à 3 heures du matin. Donc voilà, là, je charrie un petit peu et je joue un petit peu là-dessus, mais je pense que c'est important de se dire que si on est compétiteur et si on veut faire les choses bien, il y a des intangibles, il y a des non négociables qu'il faut respecter. Et le contrôle d'intensité en est une, le sommeil en est une autre, la nutrition en est une autre. Et donc, ça tombe pour moi dans ce contexte-là. Tu parles ensuite de l'idée de mixer des objets à déplacer. Donc,
Encore une fois, super dans un contexte spécifique CrossFit et d'endurance un petit peu plus longue, mais encore une fois, je n'appellerai pas ça de la zone 2 parce qu'on n'a pas un flux constant, ce n'est pas une modalité cyclique. On va avoir une redirection du flux sanguin entre un intervalle et l'autre qui va constamment solliciter notre système nerveux et du coup qui va mettre un frein à chaque fois à ces adaptations physiologiques qui nécessitent un flux constant et pour des durées prolongées. Donc ça, malheureusement, pour moi, ça ne tombe pas sous la coupole de la zone 2. Cela étant dit, encore une fois, comme je l'ai mentionné plusieurs fois ici, je pense que c'est un entraînement qui est tout à fait honorable, qui est tout à fait bénéfique et qui devrait rentrer dans les mœurs un petit peu plus dans la communauté CrossFit au sens large, parce que ce travail de qualité va apporter énormément sur la durée et encore une fois, permettre de moduler l'intensité de sa semaine et de ne pas simplement en faire trop en essayant de toujours aller pousser en fond de cinquième, parce qu'on sait qu'au début, c'est facile de faire des progrès avec ce genre de travail, mais une fois qu'on a atteint un certain niveau, ça ne suffit plus. Il faut, comme j'aime bien dire, changer de vitesse. Et pour changer de vitesse, tu changes de régime moteur. Tu ne vas plus être au rupteur, tu ne vas plus être à 8000 tours minute, tu vas redescendre à 4000 tours minute et ensuite tu vas pouvoir remonter progressivement. Mais ça va aussi, ce changement de régime, ce changement de vitesse va te permettre simplement de continuer à accélérer et de continuer à avancer sur ta lancée. Donc voilà pour cette petite vidéo, pas petite, hein, pas si petite que ça, sur la zone 2. J'espère que je vous aurai apporté quelques éléments soit de réponse, soit de réflexion par rapport à cette idée de zone 2, par rapport à sa place dans une discipline comme le CrossFit et à son utilité. Comme j'ai dit au début, Denis, je t'invite avec grand plaisir sur mon podcast pour discuter. J'ai entendu que du bien de toi et je me réjouis de pouvoir discuter en direct de ce que tu fais dans le CrossFit, de ces entraînements que tu viens de mettre en avant, etc., etc. Voilà, pour tout le monde qui ont regardé cette vidéo jusqu'à la fin, merci pour ton attention. N'hésite pas à me laisser un commentaire, me dire ce que tu as pensé de cette vidéo directement ici. Un petit like, bien sûr, si tu as apprécié le contenu. Et je te rappelle que ce serait cool que tu t'abonnes à la chaîne parce que c'est gratuit et tu peux toujours changer d'avis. Et sur ce, je te souhaite une belle journée et je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao.